Pour faire un bon sel, nous on s'y vend juste, et puis il y a des degrés de l'eau juste, pour pas la densité est trop forte. Si elle est trop fort, la densité, le sel il travaille moins, et le sel est plus salé aussi. Sur la côte ouest de la Réunion, la Pointe-au-Sel est un site remarquable, théâtre de la grande aventure du sel réunionnais. Battue par les tempêtes, cette pointe basaltique, déchiquetée, souffle et résiste. Elle est protégée par un récif corallien aux eaux claires et poissonneuses, dont la teneur en sel est une des plus fortes du monde. Située sous le vent, avec un climat chaud et sec, des savanes accueillent une flore et une faune typiques. Ce qui est intéressant à la Pointe-au-Sel, c'est qu'on peut lire très facilement le gradient de salinité, puisque plus on s'éloigne évidemment de la mer, plus le jet d'embrun rétrécit, se réduit, et donc on a un gradient de végétation qui reflète totalement l'appauvrissement progressif en s'éloignant de la mer en sel des milieux. À 30-50 mètres, le sel ne joue plus et l'on va passer à une végétation fortement anthropisée, c'est-à-dire fortement modifiée par l'homme, et en particulier par le pâturage. Eh bien, c'est un paysage de savane qui historiquement recouvrait, entourait le site de la Pointe-au-Sel. Ce paysage de savane, eh bien, il faut lui associer des troupeaux de chèvres et puis surtout des troupeaux de bovins, des bœufs mokas avec une bosse, qui était vraiment l'image en fait traditionnelle du pastoralisme, du pâturage à La Réunion dans ces régions sèches de bord de mer. La plupart des animaux en fait, qui vivent à La Réunion ne subissent pas directement la contrainte du sel. Ils vont la subir indirectement pour ce qui est de la végétation qui est elle-même liée au taux de salinité. Donc là encore une fois, les animaux sont adaptés aux parties salines à travers la végétation et non pas directement par leur biologie. Sur cette végétation vient se greffer des animaux qui sont donc inféodés à chacune de ces parties. Sur la végétation rase, on va retrouver des petits criquets. Sur la végétation intermédiaire, on va retrouver des sauterelles, des papillons. Et sur la savane, on va retrouver des espèces qui sont classiques, qu'on va retrouver également ailleurs. Au XVIIIe siècle, les premiers colons bretons bâtissent ce morceau de côte, Pointe de Bretagne, en raison de certaines ressemblances avec les côtes armoricaines. Ils remarquent que le climat de la région, et plus particulièrement de cette pointe, est idéal pour la production saline. Après les tempêtes, les habitants des Hauts viennent récupérer le sel dans les anfractuosités des roches. Une autre technique consiste à faire évaporer l'eau de mer dans des feuilles de palmiste
adaptant ainsi des gestes de Guérande ou de Noirmoutier. L'endroit le plus commode pour faire du sel en l'île de Bourbon est la grande pointe où les habitants le font quand ils en ont besoin. La manière dont ils le font est de prendre de grandes feuilles de palmiste, desquelles ils font des vaisseaux plats et larges. On nomme empondre la base du pétiole des feuilles de palmiste. On achète les empondres au bord de la mer afin de faire du sel. Pour cela, on en place un grand nombre à côté les uns des autres sur la plage et on les remplit d'eau de mer qu'on remplace à mesure qu'elle s'évapore jusqu'à ce qu'on ait une suffisante quantité de cristaux. Comme dans le temps qu'il fait dans les emponnes, c'est pareil. Les emponnes, ça va chez le quai, il prend toute l'eau bien cuit ou bien. Et bien chargé de sel, il met dedans, mais le sel dans des jours il fait. Ben oui, parce que si ça prend de l'eau, la mer direct, il faut trop de temps. Le temps il s'évapore. Hein. Dès cette époque, compte tenu de sa situation exceptionnelle, la Pointe de Bretagne suscite des projets d'installation de salins. On sait que 4 salines fonctionnaient au début du XXe siècle. À La Possession, à Grandfond, près de Saint-Gilles, à la Pointe-aux-Sel et à l'Étang Salé. Toutes sont situées sur le versant sec de l'île. Il y avait la saline d'Étang Salé et puis Grandfond Saint-Gilles. Moi, j'ai entendu, mais on ne l'a pas vu. Elle a existé. Mais après ça, l'a abandonné, elle a fait ici, à Pointe-aux-Sel. Ici, tombe sur une pointe, ça veut bien. Il gagne l'air à la mer, il gagne tout le vent ici. Ici, il gagne tout. Mais à Pointe-aux-Sel, elle a existé. Avec le blocus imposé par la Seconde Guerre mondiale, la Réunion manque de tout. En réponse à la pénurie de sel, Étienne Dussac, propriétaire du domaine sucrier de Stella Matutina, décide la construction de salins à la Pointe-aux-Sel en 1942. Moi, la vie. Mais nous, on était encore, tu ne travailles pas. Hein. Et nous, on tintait bien ramasser le sel dans le panier le soir. Quand les gens venaient vider le sel dans le magasin, là, ils viennent sécurer le panier, ils ont gagné du sel dans le fond. Dans le panier, il reste toujours un peu de sel, là. C'est que tout le panier, on ramasse le sel. Par rapport à des salines, je dirais comme Guérande ou les salins du Midi, ce sont des salines donc en pente où on est obligé de pomper l'eau de mer. Ce n'est pas des salines naturelles. Et là, le premier c'était en haut, après on a le bassin de décantation. Le bassin de décantation, c'est pour faire monter la densité, hein, pour l'eau évaporer. Après ça, on a la nourrice, que l'eau concentrée il y a dedans. Après, il y a que salisant, c'est tout. L'eau ne coule pas continuellement fort, on comprend. Régler petit à petit. Là. Au moins, l'eau est concentrée. Hein. Mais il faut arriver dans la nourrice, il y a le sel. Étienne Dussac produit environ 250 tonnes de sel par an, jusqu'au début des années 50. Mais l'armistice de 1945 et la concurrence de Madagascar et de l'île Maurice rendent l'exploitation déficitaire. Les salines cessent alors leur activité. Au début des années 60, le neveu d'Étienne Dussac, M. Paris Leclerc, hérite des salines et les exploite de nouveau. Dans le temps, en 1961, quand Paris Leclerc arrive là, comme il est reconnu à nous, là, il reprend un moins pour le travail. C'est le neveu de M. Dussac. Monsieur Paris Leclerc fait alors remettre les bassins en état, relance la production de sel sur le site et passe des contrats avec la compagnie marseillaise de Madagascar pour commercialiser le sel réunionnais. En 1961, quand on a commencé à rouvrir, il y avait une trentaine de personnes qui travaillaient là, pour damer le bassin. Voilà, dames carrées comme ça. Voilà, le madrier, voilà ça. Et les carrés comme ça, avec la manche. Un côté l'autre, dame. Après, il a séché. La manière, il est pressé, l'eau ne passe pas. Après, quand on avait eu le plastique, là, on a mis le plastique dessus. Le sel, maintenant, il tombe plus propre, si vous voulez bien. Et avant, la saline qui fonctionne toute. Vous avez plus de travail à faire. Il y avait quand même 6 personnes, 7 personnes. Tous les mois, tu es payé. Mais tu ne gagnes pas beaucoup d'argent ces temps. Hein. Là, des fois, tu prends les gens restés là, quand on avait beaucoup de sel pour les payer. Nous, on y ramasse le matin, et l'après-midi, ils sont toujours à 3, 4 personnes. Ils viennent la main pour faire rentrer. Longtemps, tu ramasses le sel avec le râteau en fer. Il fallait un affaire pour gratter.
Parce que le sel est collé sur la pierre. Mais là maintenant ici la base c'est plus pareil, puis le même, il glisse, le sel il glisse. Mais une fois encore, l'entreprise ne peut supporter la concurrence. La production est insuffisante en quantité et les procédés d'extraction trop archaïques. Pour cause de non-rentabilité, l'exploitation des salines cesse définitivement en 1972. L'activité, je pense, artisanale sur ce site-là s'est arrêtée au début des années 70. Et en fait, le site s'est pas mal dégradé. Et puis, il y a eu apparemment des projets de spéculation immobilière relativement à cet endroit qui n'étaient plus valorisés, sur lesquels il n'y avait plus d'usage. Et donc, le conservateur du littoral s'est rendu acquéreur d'une partie du site d'une manière un peu brutale, puisque c'est dans le cadre d'une procédure d'expropriation. Devant la beauté et la qualité environnementale du lieu, une procédure de déclaration d'utilité publique est engagée par le Conservatoire du littoral. Celui-ci en devient propriétaire en 1980 et le fait classer par décret en 1988. L'idée, c'est de concilier une pratique artisanale patrimoniale, on va dire, avec la qualité écologique d'un site. Dès lors, des travaux de nettoyage et d'aménagement sont engagés avec pour objectifs principaux la réhabilitation des salines et la sauvegarde du milieu naturel. Une remise en activité de l'exploitation a même été effective de 1996 à 2001. Mais pour des raisons financières, elle se soldera par un échec. Depuis, la production de sel, bien que plus modeste, continue. Enfin, un partenariat est mis en place pour reprendre l'exploitation du sel réunionnais en vue d'une production de qualité dans le cadre d'un projet original. La création d'un musée du sel n'avait de sens que si les salines étaient remises en route. Le musée du sel est une annexe du muséum. Le fonctionnement est géré par le Muséum d'histoire naturelle. Les personnes qui travaillent sur le site, bien souvent, ils ont eu des ancêtres qui ont travaillé sur le site, donc ça représente quand même quelque chose d'important pour eux. C'est leur patrimoine. Hein. C'est le seul endroit où on produit du sel sur la Réunion. Le sel de Saint-Leu a quand même une réputation, on peut dire internationale même, au niveau de sa qualité. Et l'Office de tourisme est chargé, en fin de compte, de la production de sel et de la commercialisation du sel. Ce site était là avant pour produire du sel, point final. Donc il y a toujours cette partie-là, mais c'est surtout le côté pédagogique qui est important. Il nous a semblé intéressant avec le Conservatoire du littoral et le Conseil général d'en faire, je dirais, quelque chose de pédagogique. D'une manière générale, il est important qu'il y ait une appropriation de l'histoire. Il faut qu'on garde la mémoire. Donc cette appropriation par chaque Réunionnais est fondamentale. Ce qui est intéressant à la Pointe au Sel, c'est qu'on est en train de faire du sel sur un endroit qui s'y prête. On a une pratique humaine qui est complètement collée, qui est complètement assujettie et complètement en cohérence avec un site naturel. À la Pointe au Sel, le Conservatoire du littoral fixe un cadre. Il initie une réflexion, il initie une éthique, il initie un projet. Il le peaufine en le négociant avec les différents partenaires concernés. Et puis après, une fois que le projet a été défini, le Conservatoire du littoral aide et pilote sa réalisation financière. Et après, il en délègue le fonctionnement aux collectivités territoriales. Donc là, sur ce site-là, très concrètement, on a d'ores et déjà le Conseil général qui intervient via deux de ses directions, la direction de la promotion culturelle et sportive et la direction de l'environnement et de l'énergie. On a également l'Office de tourisme de Saint-Leu qui intervient pour assurer le fonctionnement des salins. Ici on est sur une pointe très exposée à un brouillard salin important et ça a généré pour nous des choix de matériaux, c'est-à-dire que le choix de la couverture en cuivre qui n'existait pas à l'origine a été dicté par la volonté de créer quelque chose de relativement durable. Et l'intérêt de ce matériau en plus, c'est qu'il prend une patine dans le temps et qu'il prend une couleur verte qui était intéressante par rapport à ce site.
Dans ces entrepôts, on stockait du sel, il y avait de la saumure, et il y avait des résidus humides qui pouvaient s'évacuer. Donc on avait le sol qui était bombé et en périphérie du bâtiment, on avait des petits tuyaux en cuivre dans le soubassement qui permettaient d'évacuer cette saumure à l'extérieur. On a essayé de garder l'histoire de ces éléments-là en réintroduisant des tubes en cuivre dans les bas de mur, dans lesquels on a mis des petites diodes électroluminescentes pour marquer le cheminement du bâtiment et marquer son soubassement. L'objectif, c'est non pas que ce soit un musée au sens ancien du terme, mais que ce soit quelque chose de vivant. Donc il doit être en relation avec les salines qui sont en activité. L'idée, c'était de garder l'authenticité, de garder le jus d'origine de ces bâtiments en réutilisant les matériaux qui préexistaient, c'est-à-dire les pierres de taille, toutes les maçonneries de moellons. On a ouvert le bâtiment côté montagne pour le protéger des embruns côté mer. Donc les quelques ouvertures qu'on a créées pour que le bâtiment soit exploitable, on les a fait vers Stella. Donc ça donne des visions vers le musée qui se trouve un peu au-dessus. À travers ce partenariat fructueux, le musée du sel permet aujourd'hui la renaissance des salines et rajoute un nouveau chapitre à la longue histoire de la Pointe-aux-Sel.